bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 8 mars, troisième dimanche de Carême. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus qui vient de publier aux éditions Via Romana, Méditation du Carême. Ensuite, nous accueillerons Roch Motin, responsable de la Marche pour la vie, à l'occasion du vote le 24 février dernier à l'Assemblée nationale d'une loi légalisant le suicide assisté et l'euthanasie. Et enfin, nous accueillerons Laurent Godet, responsable d'Academia Christiana, à propos du colloque du bien commun qui aura lieu le 14 mars prochain. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Donc vous êtes prêtre de la Compagnie de Jésus, jésuite comme on dit, et vous venez de publier aux éditions Via Romana un ouvrage tout à fait stimulant, Méditation du Carême. Alors, quelle est la pédagogie de l'Église pendant ce temps du Carême ? Comme vous le savez, la pédagogie de l'Église, elle est à la fois douce et exigeante. Donc l'Église nous propose des moyens qui sont très, très concrets durant ce Carême. La prière, le jeûne, l'aumône, et puis aussi les mortifications que l'on peut ajouter. Mais tout cela n'a qu'un seul but, c'est de purifier d'abord notre intelligence pour qu'elle mette en marche notre volonté, et c'est à partir de notre volonté, évidemment, que nous pouvons agir de façon plus droite, de façon plus pure, de façon plus juste. Donc l'Église est généralement très patiente. Elle nous fait rappeler au début du carême que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Mais dans le même temps, il y a cette promesse de la résurrection. Donc elle nous fait comprendre que nous ne resterons pas poussière et que chacun est une perle précieuse. Alors, quelle place tient la charité dans cette démarche ? Elle tient absolument toute la place. C'est la place centrale, mais elle doit être au début et elle est la fin ultime. Les moyens dont je parlais au départ, ce sont des moyens qui ne doivent pas en rester à eux-mêmes. Ce sont des moyens pour atteindre une plus grande charité. La charité, c'est un peu comme l'arbre de vie qui est planté au centre du jardin et qui doit porter des fruits. Donc c'est dans les toutes petites choses quotidiennes, dans les petits sacrifices, dans les petits efforts de carême, dans toutes ces bonnes résolutions que l'on prend généralement au début du carême, que la charité peut grandir. Mais c'est ça qui doit vraiment faire la différence. S'il n'y a pas la charité dans ces actions de mortification, de sacrifice, cela n'a absolument aucun poids. C'est ce que dit saint Paul dans sa belle hymne à la charité. C'est que, je pourrais avoir tous les charismes, tous les dons de la terre. Si je n'ai pas la charité, je suis une cymbale retentissante. Alors, que signifie l'expression que vous employez souvent de victoire sur soi-même ? La victoire sur soi-même, c'est toujours à mettre en relation avec la façon dont notre Seigneur a vécu sa vie terrestre. Ce n'est pas du volontarisme. Ce ne sont pas d'abord mes propres efforts qui vont changer mon être. Mais c'est cet abandon que notre Seigneur nous donne en exemple. C'est l'abandon entre les mains du Père, dans la volonté du Père, qui fait cette différence. Et donc la victoire sur soi, ce n'est pas se tresser à soi-même une couronne de laurier, en se disant, j'ai pas mal réussi dans les efforts que je désirais faire, mais c'est plutôt s'en remettre à Dieu totalement. Alors, pouvez-vous, puisqu'on a un peu de temps, nous faire un petit excursus autour de ça, sur les rapports entre la nature et la grâce, ma liberté par rapport à la grâce ? Évidemment, la grâce est première, et sans la grâce, rien ne peut se faire. Mais Dieu ne nous tord pas comme un fil de fer barbelé. Il connaît évidemment notre rigidité, mais nous avons aussi une certaine souplesse, et c'est par les actes de notre liberté, si cette liberté, évidemment, est bien dirigée,
que nous pouvons faire fructifier la grâce qui nous est donnée. Sans l'exercice de la liberté, la grâce, elle va rester absolument lettre morte, puisque chacun d'entre nous, nous recevons ô combien des grâces, en plus de la grâce sanctifiante du baptême, nous recevons ô combien des grâces, mais le plus souvent, nous les négligeons. Et nous les négligeons à cause de quoi ? À cause du mauvais exercice de notre liberté. Alors, qu'est-ce qu'un carême réussi ? Un carême réussi, c'est un carême qui ne se termine pas. Le carême, ce n'est pas simplement une parenthèse durant l'année chrétienne. Certes, c'est un cycle liturgique, mais ce cycle liturgique, il doit être vu comme un tremplin qui permet de prendre un élan. Et ceci pour le reste de l'année, et puis pour tout le cours de la vie. Alors, est-ce à dire qu'il faut perpétuer toutes les résolutions peut-être un peu exigeantes du carême après le carême ? Normalement, oui. Toute la vie chrétienne est ainsi. La vie chrétienne, elle est faite de petits renoncements, de petits sacrifices. Vous êtes père de famille et vous savez ce que signifie le sacrifice. Quand on est parent, on désire tout donner pour ses enfants, donner de son être. Donc ce n'est pas à un moment particulier de la vie. On le fait jusqu'à son dernier souffle. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose en ce qui concerne notre rapport avec Dieu. Si on a pris un élan, on ne va pas se dire « bon, maintenant je me repose au bord de la route ». Non, on continue la route. Alors bon, c'est certainement parfois clopin-clopant et emboîtant, mais il n'empêche qu'on continue sur cette route qu'on a empruntée. Alors, qu'apportent ces méditations ? Il existe quand même une littérature abondante de méditation de carême. Selon vous, qu'est-ce qu'ont d'original, de particulier, ces méditations par rapport à votre spiritualité, à votre personnalité, à votre histoire ? Alors, bon, je n'ai pas la prétention d'apporter quoi que ce soit de neuf en ce qui concerne les méditations de carême. Quand on voit la magnifique littérature spirituelle, notamment du XVIIe siècle, mais aussi du XIXe siècle sur le sujet, et tout particulièrement dans la Compagnie de Jésus, les très grands jésuites ont écrit de magnifiques sermons de carême, méditations de carême. Alors vous pensez à qui comme jésuite, par exemple ? Je pense par exemple à Bourdaloue, oui. Vous voyez, et puis au XVIIe siècle, bon, vous avez les très bons sermons de carême de Bossuet. Donc je ne désire pas apporter quelque chose de nouveau, mais c'est simplement une petite pierre supplémentaire. Et en ce qui me concerne, je trouve que il est toujours bon d'avoir un petit support, aussi modeste soit-il, pour nous propulser dans la prière. Donc il ne faut pas se contenter du petit texte que je propose chaque jour, mais ça doit être au contraire une invitation à aller plus loin. Alors, j'ai été frappé dans ces méditations, puisque je les suis, par la multiplicité des citations, des références que vous faites, alors des textes de l'Écriture sainte, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais aussi de la poésie, des romans. Comment expliquer cette ouverture, je dirais, en dehors des sujets purement religieux auxquels parfois se cantonnent certaines méditations ? Oui, cela n'a jamais été mon cas, y compris dans les méditations antérieures que j'ai pu écrire. J'aime bien utiliser tout ce que l'homme produit de bon et de beau, parce que tout est une louange à Dieu. Donc tout doit être utilisé pour entrer un peu plus en communion avec lui. Un mot de conclusion, d'exhortation, de carême pour nos téléspectateurs ? Le mot, ce sera simplement de reprendre ce que dit saint Augustin. C'est une formule que j'aime beaucoup. Cette formule, il l'utilise à plusieurs reprises sous des termes différents. Ce qui importe, ce n'est pas d'être un coureur hors de la piste, mais un boiteux sur le chemin. Donc c'est ça, en fait, le carême et la vie chrétienne. Merci beaucoup, mon père, merci beaucoup. Donc je renvoie nos téléspectateurs. Méditation du carême par le père Jean-François Thomas. Merci beaucoup, mon père. Merci à vous. Bonjour, Roch Motin.
Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes coordinateur général de la Marche pour la vie. Le 24 février dernier, l'Assemblée nationale, par 299 voix contre 226, a voté la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Alors, que contient cette proposition ? Déjà, il y a 2 propositions. Il y en a une qui a été adoptée à l'unanimité sur les soins palliatifs, ce qui est un peu risible puisque les soins palliatifs, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de les développer. Enfin bref, il y a une deuxième proposition qui a été votée, donc qui est pour le suicide assisté. Et donc, dans cette proposition, il y a plusieurs choses. Le texte prévoit que les malades s'auto-administrent la substance létale, sauf si elles sont pas en mesure physique de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important parce que c'est pas de l'euthanasie, c'est vraiment du suicide assisté. Ensuite, il y a des choses, par exemple, il faut que la demande soit faite, puis ensuite il y a un délai de 48 heures de réflexion et ensuite qu'elle soit redemandée. Alors c'est un peu c'est amusant parce que quand on achète une maison, on a 10 jours pour se rétracter. Par contre, quand on veut mourir, on en a que 48 heures. Et ensuite, il y a 5 critères cumulatifs pour pouvoir être éligible, disons, au suicide assisté. Donc, il faut être majeur, il faut être français et en situation régulière, avoir une maladie grave incurable et donc qui engage le pronostic vital. Il faut présenter une souffrance physique ou psychiatrique réfractaire, ils disent, donc c'est quelque chose qui n'est pas passager, et être apte à exprimer sa volonté. Voilà, c'est les 5 éléments, donc, qui encadrent ce suicide assisté, qui est le texte qui passe pour la première fois le plus permissif au monde, avec un délit d'entrave de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, qui est très large. Donc en fait, on ne peut rien faire, si ce texte est adopté en l'état, on ne peut rien faire pour empêcher quelqu'un d'accéder au suicide assisté. Alors, quelles ont été les réactions des médecins, d'une part, et d'autre part, des associations qui s'occupent des plus faibles ? Eh bien, les médecins, eux, expriment une vraie peur de ce texte. Il y a un rapport de l'Office national des médecins qui nous montre que 95% des médecins en soins palliatifs sont pas prêts à faire ce geste létal, à pratiquer ce geste. Ensuite, il y a la SFAP, qui est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui insiste fortement sur le fait qu'il faut mettre en avant les soins palliatifs et qu'ils ne veulent pas du suicide assisté, qui trouvent que ce n'est pas une solution pour les personnes pour soulager la souffrance. Et donc ça, c'est une société qui a pas mal de visibilité, et des établissements religieux. Des établissements religieux qui, si l'article 14 venait à être voté en l'état, seraient contraints de fermer et ne pourraient plus du tout soigner, puisque cet article, c'est celui qui concerne la clause de conscience. Voilà, on est obligé, on ne peut pas dire « je refuse de faire ». Voilà, on peut pas à partir du moment où on est dans le corps médical, on serait obligé de pratiquer l'euthanasie. Alors, que nous enseigne l'exemple des pays qui ont déjà légalisé le suicide assisté et l'euthanasie ? On peut penser aux Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, le Canada. Tout à fait. On pourrait croire qu'on est en retard par rapport à d'autres pays, mais finalement, il y en a très peu. En Europe, il n'y a que 5% des pays qui ont légalisé l'euthanasie. Et on peut voir dans ces différents pays que toutes les barrières, toutes les limites qui avaient été mises pour encadrer ce suicide assisté se sont toutes subtilisées au fur et à mesure des années et se sont volatilisées. Et donc, notamment aux Pays-Bas, on peut voir en 2016, me semble-t-il, le suicide assisté pour les personnes mineures, pour les enfants. On voit plein de choses. En Belgique, ça s'est tellement ouvert qu'il y a un pourcentage qui est de 5%, qui a évolué jusqu'à 5% des morts par an qui sont issus du suicide assisté. Ça veut dire que... Et dans tous ces pays-là, on
on a constaté une augmentation de la demande de suicide assisté au fur et à mesure des années pendant leur légalisation. Alors, comment se sont répartis les votes des groupes politiques? Y a-t-il eu des groupes homogènes, des groupes dans lesquels les gens se sont partagés? Et y a-t-il eu des députés particulièrement méritants? Eh bien, on peut voir que globalement, c'est un projet de gauche, même si il y a des exceptions dans les groupes de gauche, notamment le groupe LFI. Il y a un député qui était contre, et il n'est pas abstenu, il a vraiment voté contre et il a défendu le texte pendant les débats, etc. Enfin, il a attaqué le texte pendant les débats. Globalement, c'est les groupes majoritairement favorables au texte, c'est Ensemble pour la République, les démocrates, les insoumis, tout ce qui est gauche, centre et les écologistes, bien sûr, parce qu'il faut supprimer l'homme de la Terre pour le bien de la planète. Et ensuite, les groupes opposés, donc on a le Rassemblement national, mais qui a quand même 17 députés qui votent en faveur du texte. La droite républicaine qui en a 5 pour et 42 contre, et l'Union des droites pour la République, UDR, eux, ils font 17 députés. Donc ça, c'est les ciotistes. Exactement. Ils ont 17 députés et 17 ont voté contre. Donc eux, on peut dire que ce sont vraiment des... disons qu'ils se sont vraiment battus contre, et c'est un groupe qui est exemplaire dans ce domaine-là. Mais sur l'ensemble des députés, on a vraiment de tous bords. On a des députés qui sont très engagés. On a le socialiste Dominique Potier, on a Hervé Delépinault, Hanan Mansouri, Vincent Trébuchet, Christophe Benz, etc. Donc dans la droite, il y a vraiment des députés qui sont très investis pour la défense de la vie et qui ont été très méritants sur cette séquence. Alors, comment expliquer un tel acharnement quand on voit la situation de la France, l'insécurité, l'immigration, le déficit? Et puis, quelle est la suite du parcours parlementaire? Moi, j'explique ça par plusieurs choses. Économiquement, ça coûte moins cher un défunt par rapport à une personne en soins palliatifs. Ensuite, cet acharnement, je l'explique aussi par le fait que les quinquennats d'Emmanuel Macron, ils sont vides. Il y a la constitutionnalisation de l'avortement, il y a la réforme des retraites. Ah bah non, on est revenu dessus. Il va bien falloir qu'on inscrive quelque chose à retenir sur ces 2 quinquennats. Donc, je pense qu'il y a une part de ça dans cet acharnement. Ensuite, pour ce qui est de la suite du cursus législatif, là, le texte repart donc au Sénat en 2e lecture à partir du 1er avril. Et après, il y a plusieurs issues. Soit le texte est voté en l'état, et dans quel cas il sera envoyé au président pour être mis en application. Ensuite, il est refusé par le Sénat. Il y a une commission mixte paritaire, donc une CMP, qui est composée de 7 députés et 7 sénateurs, et qui est censée trouver un compromis. Si jamais elle trouve un compromis, ça repart pour une dernière lecture à l'Assemblée nationale, et c'est l'Assemblée nationale qui aurait le dernier mot. Alors, ce que l'on observe aussi, c'est que le temps passant, les débats s'enrichissant, la majorité favorable à la loi diminue. Lors du premier vote, il y avait un écart de 106 voix. Lors de ce vote, il n'y en a plus que 73. Voilà, l'écart diminue. Et tout à fait, c'est très important. Et je pense que les gens qui se sont mobilisés, le texte qui s'est endurci, etc., ont fait beaucoup de bien. Cet écart a diminué. Dans ce qui est les gens qui sont même ceux qui étaient pour le texte, il y en a quand même 6 qui ont renoncé au texte et qui ont voté, qui se sont abstenus ou qui ont voté contre. C'est quand même quelque chose. Quand on est un député, on est quand même assez sûr de soi quand on fait ce genre de choix sur des textes importants. Il y en a quand même 6 qui sont revenus en arrière. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans les contres, il y en a 27 en plus, donc 27 députés qui ont été convaincus que le texte était mauvais et qui se sont mis à voter contre alors qu'ils étaient abstentionnistes ou qu'ils votaient pour, et ensuite des abstentionnistes, des gens qui ne se sentaient pas concernés, il y en a quand même 20 en moins, et ça c'est grâce à la mobilisation de chacun, et comme quoi c'est très important de contacter son député, de prendre rendez-vous avec son député pour essayer de lui argumenter en faveur de la vie.
Eh bien, merci beaucoup et bon courage. Écoute, Merci, Roch. Merci de votre invitation. Bonjour Laurent Godet. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes un des cadres de l'association Academia Christiana qui organise le 14 mars prochain à Paris un congrès du bien commun. Alors en quoi consiste cet événement et ce congrès du bien commun ? Ce congrès du bien commun n'est pas simplement un colloque intellectuel, c'est surtout le grand rassemblement annuel de tous ceux qui souhaitent servir la cité. Donc nos enjeux, nos objectifs sont doubles. Nous voulons tout d'abord former les intelligences à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, mais aussi à la philosophie réaliste d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. Mais la théorie sans l'action, finalement, est stérile. L'esprit de ce congrès, c'est donc de proposer des pistes qui sont concrètes. Nous voulons poser les jalons d'un engagement politique nouveau, plutôt plus loin finalement de la politique politicienne et des systèmes d'appareils, pour que les catholiques et les hommes de bonne volonté puissent sur le terrain agir comme il le faut et avoir toutes les possibilités à côté d'eux. Alors quel est le sujet de cette année et quel est l'intérêt de ce sujet ? Nous venons d'entrer dans la deuxième partie, dans le deuxième quart du XXIe siècle. Donc il est assez courant finalement que l'on étudie l'histoire longue, mais beaucoup plus rares sont ceux qui ont l'audace d'analyser les métamorphoses des 25 dernières années, et c'est précisément ce que nous allons traiter. L'intérêt, c'est d'actualiser notre grille de lecture. Une vision trop figée avec des lunettes du XXe siècle pourrait malheureusement nous rendre aveugles sur les phénomènes qui sont plus récents. Par exemple, prenons le wokisme ou l'islamisme. Si nous conservons ce regard comme celui qu'on pouvait porter sur le communisme dans les années 70, nous risquons de nous tromper sur leurs essences. Le wokisme, par exemple, a l'apparence actuellement d'un rouleau compresseur déconstructeur. Mais si on l'étudie de plus près, on s'aperçoit par ses excès absurdes, il est peut-être en train d'engendrer un phénomène qui est celui d'un retour du conservatisme. C'est cette lucidité-là que nous venons chercher. Alors comment se déroule cette journée ? C'est un événement où on incarne le bien commun physiquement. Au-delà de la salle de conférence, c'est tout un village qui se met en place. Nous allons recevoir plus de 40 partenaires, dont TV Liberté, dont Radio Courtoisie, SOS Chrétien d'Orient, mais aussi des initiatives comme l'IFP ou l'ICEP, mais aussi des communautés nouvellement créées qui appartiennent à Communitas Christiana, comme par exemple celle de Lyon, celle de Paris ou bien celle du Quercy. L'idée est de passer un excellent moment. Il y aura des restaurations possibles, une buvette et même des possibilités de faire des dédicaces avec les intervenants. C'est l'occasion de retrouver de vieilles connaissances, de tisser des liens solides, mais aussi finalement de simplement refaire le monde autour d'un verre après une bonne formation intellectuelle. Alors, quelles sont les conférences et les conférenciers ? Le programme est conçu comme une progression intellectuelle, de la prise de conscience à l'espérance. Donc, dans un premier temps, nous ferons le bilan de ce que nous avons reçu, de nos traditions, de notre héritage. Vous-même, Jean-Pierre, vous interviendrez sur les illusions des années 1975 et 2000. Xavier Van Lierde interviendra, quant à lui, sur la partie de 2000 à 2025, pour constater la dégradation encore plus prononcée du pays, comme par exemple la désindustrialisation et l'atomisation de la société. Ensuite, nous décrypterons les mutations actuelles. Nicolas Merkovitch interviendra sur la nouvelle vague populiste de l'Occident. Emmanuel Dard nous parlera de l'intelligence artificielle et de ce que nous devons prendre en considération vis-à-vis de cette nouvelle technologie. Hulbert Calmette, lui, quant à lui, sera plus focalisé simplement sur les technologies et nous expliquera comment on peut les utiliser correctement. Rodolphe Carte continuera sur l'idéologie wokisme
Et Julien Rochdy, lui, posera un regard sur le défi démographique. Alors, à qui est-ce que cela s'adresse et comment vous rejoindre ? Finalement, ce congrès est pour tout le monde. Nous sommes ouverts à tout le monde, que ce soit des étudiants, des jeunes pros, des parents, des mères ou des pères de famille, même des grands-parents, des abbés. Nous voulons pouvoir recevoir tout le monde. D'ailleurs, l'année dernière, nous n'avions pas pu accueillir tout le monde parce que l'espace était insuffisant. Donc cette année, pour pouvoir répondre à ces demandes de plus en plus grandes, eh bien, nous avons trouvé un lieu qui nous permettra d'accueillir encore plus de monde et ne pas être victime de notre succès. Eh bien, nous espérons effectivement qu'il y aura beaucoup de monde pour cette journée. Donc, je rappelle le congrès du bien commun le 14 mars prochain. Cette émission s'achève. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche, bonne semaine et bon carême à tous. Et merci beaucoup. Merci Jean-Pierre.